Bonjour, bienvenue dans cette présentation qui fait partie d'une série de vidéos concernant l'exploration de la possibilité de l'utilisation des concepts d'espace de phase quantique et de transformation canonique et linéaire pour aborder le problème de l'unification physique. Donc, cette vidéo est la seconde partie de cette série de vidéos. Nous voyons ici le plan pour cette série de vidéos. Donc, la première partie concernait l'introduction. Cette introduction-là parlait des divers faits connus en cosmologie ou en physique des particules qui impliquent la recherche d'une nouvelle physique correspondant au problème de l'unification de la physique dont nous parlons. Et cette vidéo introductive donc a expliqué les diverses choses en physique des particules ou en cosmologie qui sont liées à ce problème d'unification. Donc maintenant, dans cette seconde partie, nous allons aborder plus en détail le concept d'espace de phase quantique. Nous allons entre autres présenter le formalisme mathématique qui est lié à l'introduction de ce concept et on discutera aussi des aspects physiques. Voici le plan que nous avons suivi. Contexte. Alors, dans le cadre de la physique classique, un système mécanique avec grand T degré de liberté possède un espace de phase qui est par définition l'ensemble de toutes les valeurs possibles des couples PL-XL avec L allant de 1 jusqu'à grand T. Les PL sont les moments généralisés et les XL sont les coordonnées généralisées. Donc, c'est la connaissance des XL et des PL permet de définir d'une manière déterministe et ponctuelle l'état mécanique du système à un instant donné. Donc, cet état mécanique, on l'appelle, en relation avec la physique statistique, on appelle cet état-là un micro-état. Donc, un micro-état d'un système classique serait donc représenté par un point dans son espace de phase. Cet espace de phase est alors un espace topologique de dimension 2D et un
un point de cet espace de phase représente un état mécanique possible du système selon la mécanique classique. Et lorsque l'état d'un système classique peut varier dans le temps, puisque les coordonnées généralisées, les moments peuvent varier dans le temps, alors le système va décrire une trajectoire dans l'espace des phases classiques que nous notons ici avec l'abréviation EPC. Et cette trajectoire, elle est décrite par les équations de Hamilton de la mécanique classique, la mécanique analytique hamiltonienne. Nous avons ici l'illustration, la figure avec l'exemple d'une particule effectuant par exemple un mouvement unidimensionnel. Donc sa coordonnée instantanée c'est x de t et l'impulsion instantanée c'est p de t à l'instant t. Donc on a un exemple de système avec un degré de liberté et son espace de phase est alors un espace bidimensionnel qu'on peut identifier avec un plan. Et selon la mécanique analytique classique, cette particule ou ce système avec un degré de liberté sera caractérisé par son hamiltonien qui est une fonction des variables p et x, et ces variables-là obéissent à des équations de mouvement qui correspondent à la trajectoire dans l'espace des phases, et ces équations de mouvement ne sont autres que les équations de Hamilton. Selon ces équations de Hamilton que nous voyons dans le coin en bas à droite, la dérivée par rapport au temps de la coordonnée x est égale à la dérivée partielle par rapport à l'impulsion du Hamiltonien h, et la dérivée par rapport au temps de l'impulsion p est égale à moins la dérivée partielle du Hamiltonien par rapport à la coordonnée x. Donc ce sont les fameuses équations de Hamilton qui décrivent la trajectoire dans l'espace de phase d'un système avec un degré de liberté. Donc la mécanique classique avec sa formulation analytique donc a permis donc de décrire les phénomènes mécaniques et qui est donc basé sur l'utilisation de ce concept d'espace des phases classique. Mais avec l'avènement de la thermodynamique durant le 19e siècle, la thermodynamique donc permettait d'expliquer les échanges de chaleur, les applications pratiques c'est pour les moteurs thermiques qui étaient liés à la révolution industrielle. Donc, dans ce contexte de la science du 19e siècle aussi, il y avait l'hypothèse atomique qui disait que la matière était constituée par les atomes, les gaz étaient constitués par des molécules. Et donc, ces molécules-là, ils avaient donc des propriétés de mouvement mécanique. Donc il y a les mouvements de ces molécules-là donc qui devaient s'effectuer à l'échelle microscopique. Mais à l'échelle macroscopique, les gaz étaient décrits par la thermodynamique. Donc dans ce cadre, des physiciens comme Maxwell et Boltzmann ont essayé de faire un lien
avec la mécanique qui décrit les molécules et les états thermodynamiques macroscopiques des systèmes formés par ces molécules, c'est-à-dire les gaz, les liquides, ainsi de suite, donc tout ce qui est matière. Dans ce cadre, est née la formulation de la physique statistique qui a visé donc d'établir un pont avec la mécanique et la thermodynamique. Donc, le principe de la physique statistique, qui a été principalement formulé par Boltzmann, postule que à un macro-état d'un système, c'est-à-dire à un état thermodynamique d'un gaz par exemple, il peut correspondre à un certain nombre fini de micro-états du système qu'on doit pouvoir démontrer. C'est-à-dire que pour une température donnée d'un gaz, ou un volume donné, une pression donnée par exemple, il y a plusieurs micro-états possibles des molécules qui le constituent. Et ces micro-états-là changent puisque les molécules se déplacent à l'intérieur, leur impulsion peut varier. Ces micro-états-là peuvent changer sans que le macro-état change. Donc, il y a un certain nombre de micro-états possibles qui s'interchangent au cours du temps, mais qui correspondent au seul macro-état thermodynamique. Et Boltzmann a formalisé ce lien entre micro-état et macro-état avec l'introduction du concept d'entropie microcanonique. La formule de Boltzmann, c'est S égale Kb ln de oméga, avec Kb la constante de Boltzmann dont la valeur est donnée ici, et oméga, ln c'est la fonction logarithme népérien, et oméga est le nombre de micro-états correspondant au même macro-état. Donc, pour évaluer ce nombre de micro-états, on introduit le concept de taille du macro-état dans l'espace des phases, puisque selon la mécanique classique, l'ensemble des micro-états possibles d'un système, ce serait donc un sous-ensemble de son espace des phases. Et cet sous-ensemble-là, selon Boltzmann, devrait avoir un certain taille, et il correspond donc à cette taille son hypervolume. Mais le problème, c'est que pour pouvoir compter les micro-états à l'intérieur de cet hypervolume, on devait donc admettre qu'un micro-état n'était pas vraiment un point, comme le supposait la mécanique classique, mais un micro-état devait avoir un certain hypervolume non nul, de sorte que le nombre de micro-états associés à un macro-état pouvait être déterminé en divisant l'hypervolume du macro-état par l'hypervolume d'un micro-état. Mais le problème qui se posait, c'est que quel serait donc le volume d'un micro-état? Et comme un point ne possédait pas de volume, donc ça a mis c'est en contradiction avec le concept classique qui dit que le micro-état d'un système correspond à un état mécanique qui correspond à un point dans l'espace des phases. Donc déjà, la physique classique met en fait en difficulté le concept d'espace des phases classique. Plus tard, il a fallu admettre que en fait, l'hypervolume d'un seul micro-état était lié avec la constante de Planck. On connaît que la constante de Planck a été introduite avec la mécanique quantique. Donc, c'est même donc pour
avoir une bonne définition d'un micro-état dans le cadre de la physique classique qui a été formulée avec la mécanique quantique. Donc il fallait admettre qu'un micro-état doit avoir un hypervolume non nul. Un micro-état n'était pas ponctuel. Donc un micro-état, donc, on pouvait le définir par une valeur, une certaine valeur centrale de P et de X, comme montré les figures ici pour un seul degré de liberté, mais autour de cette valeur centrale, il devait avoir une certaine hypervolume de valeur non nulle qui correspond encore au micro-état. Donc le micro-état était déjà donc devait être vu comme un ensemble de points, mais pas un seul point. Et la taille de cet ensemble de points, le hypervolume qu'il occupe dans l'espace de phase, devait être égal à la constante h pour un seul degré de liberté, ou égal à h à la puissance d pour un système avec grand D degrés de liberté. Et on peut déjà voir qu'en fait, ce fait qui admet qu'un micro-état ne devait pas être ponctuel est en fait plus ou moins lié avec la relation d'incertitude quantique qui dit que les valeurs exactes de l'impulsion du coordonné associées à un micro-état donc ne pouvaient pas être connues et il devrait avoir une incertitude. Et en fait, c'est cette incertitude-là qui correspond au fait que le volume du micro-état ne pouvait pas vraiment être égal à zéro. Donc, déjà, la physique statistique exige que le volume d'un micro-état ne pouvait pas être nul. Donc, un micro-état ne pouvait pas être représenté par un état ponctuel comme supposait la mécanique classique. Donc, en fait, d'une manière rigoureuse, on peut dire que le concept d'espace de phase classique n'est pas du tout compatible avec ce principe fondamental de la physique statistique qui consiste à admettre qu'un micro-état doit avoir un hypervolume non nul dans l'espace des phases. Ici, toutefois, il faut noter que l'approche de Boltzmann, avec la définition de l'entropie microcanonique, a permis vraiment de faire un premier lien avec les états microscopiques des molécules et les états macroscopiques des matières qu'ils constituent, puisque cette entropie de Boltzmann, on peut l'identifier directement avec la fonction θ entropie étudiant thermodynamique. Et à partir de cela, on peut avoir tous les liens avec les propriétés thermodynamiques du système. Donc, cette approche de Boltzmann est plus ou moins validée par les résultats qui ont été obtenus. Et donc, cette approche est basée sur un postulat qui dit que l'hypervolume d'un micro-état, elle n'est pas nulle, elle n'est pas de taille nulle. Donc un micro-état ne peut pas être un point. Donc en fait, l'espace de phase ne pouvait pas donc vraiment être un ensemble de points avec une valeur de Px bien définie, mais devait être plus ou moins un ensemble de quelque chose, ensemble des micro-états qui avaient un hypervolume non nul. Et cette constatation, comme nous avons dit, est liée avec le concept, avec le principe d'incertitude quantique. Donc, pour bien aborder la question, pour trouver une solution à cette ambiguïté, cette contradiction apparente entre le concept d'espace de phase et la physique statistique même, nous devons entrer dans le cadre
de la physique quantique. Dans l'illustration, la figure qui est donnée ici, le macroétat est représenté par le grand rectangle coloré en fond bleu, et les microétats sont représentés par les petits carrés qui constituent ce grand rectangle. Donc, ce sont les microétats qui constituent le macroétat. Donc, cette illustration est très élémentaire, mais ça montre tout simplement que les microétats devaient avoir un volume non nul. Mais comme on va le voir plus tard, la représentation d'un microétat avec un petit région finie dans l'espace des phases n'est pas du tout la réalité. On va voir plutôt qu'en fait, bien qu'un microétat possède un hypervolume fini, elle ne correspond pas à une région finie, mais elle s'étale plutôt sur tout l'espace de phase, mais avec une certaine poids d'étalement en chaque point. Donc, ça, ce sera lié avec le concept d'espace de phase quantique que nous allons voir plus tard, mais c'est juste pour mentionner que, en fait, l'illustration qui est donnée ici est encore quelque chose de très approximatif. Parlons maintenant de mécanique quantique proprement dit. Alors, selon la mécanique quantique, le microétat d'un système peut être décrit avec ce qu'on appelle un vecteur d'état ou un ket dans la notation de Dirac, qui est ici noté psi. Et ce ket, cet état d'un système, elle appartient à un espace de Hilbert, un espace vectoriel complexe, qu'on appelle l'espace des états du système, noté ici avec le grand E italique. Et les grandeurs physiques, comme l'impulsion P ou la coordonnée X, deviennent des opérateurs dans cet espace grand E, c'est-à-dire qui peuvent agir sur ces éléments de E. Donc, ce que nous décrivons là, c'est le postulat de la mécanique quantique qui décrit un système et les grandeurs physiques qu'on appelle des observables. Selon encore ces postulats de la mécanique quantique, les valeurs possibles de ces grandeurs physiques sont en fait leurs valeurs propres. Donc, en tant qu'opérateur, ces observables-là possèdent des états propres et des valeurs propres. D'un point de vue mathématique, il se peut aussi que ces opérateurs ne commutent pas. Donc, ils peuvent caractériser par leur relation de commutation. Ici, cette relation de commutation entre l'impulsion et le coordonné, c'est P fois X moins X fois P égale à moins IH par, avec H par égale à H sur 2P. H par, c'est la constante de Planck réduite, et H, c'est la constante de Planck. Ces observables-là, comme nous avons dit, en tant qu'opérateurs, ils peuvent avoir des états propres et des valeurs propres. L'opérateur position X, donc nous considérons ici le cas d'une particule avec un degré de liberté par exemple. Donc il possède un opérateur position X, noté ici en CRA, avec la lettre CRA X, et aussi l'opérateur impulsion P, noté avec l'éclat CRA petit p. Alors, dans le cadre de la représentation en coordonnées, on considère les états propres
Notez ici petit x à l'intérieur d'un paravertical à gauche et la parenthèse angulée à droite. Et la valeur propre de l'opérateur petit x est notée petit x avec le format non gras. Donc l'opérateur est noté en gras, sa valeur propre est notée en lettres non gras. Donc la première ligne ici, c'est l'équation en valeur propre de l'opérateur x. L'application de x sur son état propre donne une multiplication de cet état propre par sa valeur propre. Et l'ensemble de ces états propres de l'opérateur coordonné forme une base de l'espace des états de la particule, qui est noté ici le grand 2, avec le lettre grand 2. Et donc, un état quelconque psi appartenant à cet espace des états peut être décomposé dans cette base x formée par les états propres de l'opérateur coordonné x gras. Donc cette décomposition, puisque la valeur propre à x varie de manière continue, cette décomposition se présente plutôt sous forme d'une intégrale. Le borne de cette intégrale, c'est cette intégrale effectuée sur l'ensemble de toutes les valeurs possibles de x. Donc ça peut être de moins l'infini à plus l'infini. Et la composante du vecteur d'état psi dans cette base x, en fait, correspond aux valeurs de la fonction d'onde en représentation des coordonnées de la particule, qui est notée ici psi de x. Donc, psi de x, c'est égal au produit scalaire sur l'espace des états d'un état x avec l'état psi. Donc, la fonction d'onde représente l'état dans la base x. Puis, les opérateurs eux-mêmes aussi peuvent être représentés dans cette base. L'opérateur x peut être représenté par l'opérateur x original est défini sur l'espace des états, mais il y a notre opérateur x avec le chapeau qui est défini sur l'espace des fonctions d'onde, c'est-à-dire qui agit sur une fonction d'onde, et son action sur une fonction d'onde correspond à une multiplication de la fonction d'onde par la valeur x. Et l'opérateur P se sera représenté par un opérateur P chapeau sur l'espace des états des fonctions d'onde. Et en fait, cet opérateur P chapeau, c'est égal à moins IH bar multiplié par la dérivée partielle par rapport à x. Donc l'action d'un opérateur P sur la fonction d'onde consiste à dériver cette fonction d'onde et la multiplier par moins IH bar. Donc c'est la représentation de l'opérateur impulsion en représentation des coordonnées. Puis pour l'interprétation physique de la fonction d'onde, en fait, elle correspond à la densité de probabilité de trouver la particule dans un état x, dans un état propre de l'opérateur coordonné, sachant que son état est psi. Donc c'est la densité de probabilité qui correspond à la localisation spatiale de la particule, c'est-à-dire la densité de probabilité associée à la variable aléatoire petit x ici, qui correspond à la valeur de coordonnées. Donc ça, c'est la représentation en coordonnées. Et de manière analogue, on peut définir en parallèle la représentation en impulsion, qui consiste à utiliser la base formée par les états propres de l'impulsion. Si on fait un peu en analogie avec l'étude des ondes, la représentation en impulsion correspond en fait
au spectre de la fonction d'onde en représentation des coordonnées, puisque la fonction d'onde en représentation psi de p est liée avec psi de x par une transformation de Fourier. Donc, la représentation d'impulsion met plutôt en relief la nature ondulatoire de la particule, puisqu'elle donne le spectre de la particule, le spectre d'impulsion de la particule, alors que la représentation coordonnée rappelle plutôt sa nature corpusculaire, puisqu'il fait référence à la détermination de sa coordonnée. Donc, deux principaux représentations sont considérées en mécanique quantique: la représentation en coordonnées lorsqu'on se focalise sur la détermination de la coordonnée de la particule, et la représentation en impulsion lorsqu'on se focalise plutôt sur la détermination de son impulsion P. Et les fonctions d'onde associées à ces représentations sont liées par une transformation de Fourier, comme indiqué par les formules qui sont en bas de cette diapositive. Ainsi, les états d'impulsion ou de position de la particule sont décrits avec les fonctions d'onde correspondantes selon l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, qui correspond aux interprétations physiques dont on a parlé tout à l'heure. Le carré du module de la fonction d'onde correspond à une densité de probabilité. Donc, compte tenu de l'existence de cette densité de probabilité, on peut définir, puisqu'on a plus ou moins une théorie statistique, de probabilité statistique, donc on peut définir les valeurs moyennes et les variances et covariances des coordonnées des impulsions. Donc, la première ligne donne l'expression de la valeur moyenne de P dans l'état psi, qui se présente comme étant égale à l'intégrale sur toutes les valeurs possibles de P multiplié par le module carré de la fonction d'onde en représentation P. Et on peut avoir aussi l'expression représentation X en utilisant la représentation de l'opérateur P qui est égal à moins IH par d rond sur d rond X. Puis on a de manière analogue la définition de la valeur moyenne de X entre les parenthèses anguleux. Puis on peut avoir la définition de la variance en impulsion, notée ici grand P italique, ou sigma P au carré si on note sigma P l'écart type. On peut aussi avoir la variance, l'expression de la variance en coordonnées, notée ici grand X italique ou sigma X au carré si sigma X est l'écart type. Puis on peut définir les covariances, notées ici ρ avec les index en haut là, selon si on met le P avant le X ou le X avant le P, puisque le P et le X ne commutent pas, on peut définir deux types de covariance, mais symétriques l'un par rapport à l'autre, en remplaçant les places de P ou de X, mais on peut définir une seule covariance comme étant la moyenne arithmétique de ces deux covariances. Donc, et c'est cette covariance ρ sont les index que nous allons considérer pour la suite. Et donc, compte tenu des relations de commutation et les propriétés du produit scalaire dans l'espace des états de la particule, on peut montrer à partir de en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz que les variances et les covariances des opérateurs P et X
obéissent à une relation qu'on appelle la relation d'incertitude. Donc cette relation d'incertitude peuvent déduire de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et cette relation d'incertitude, sa forme générale en fait dit que le déterminant de la matrice de variance-covariance de Px qui est donné ici, la matrice dont les éléments sont la variance de l'impulsion grand P, la variance de coordonnées grand X et les covariances ρ. Et cette relation d'incertitude dit que le déterminant de ce matrice doit être supérieur ou égal à h bar sur 2 au carré. Et ça, c'est la forme, qu'on peut dire, c'est la forme générale de la relation d'incertitude, mais comme ρ au carré est positif, ceci implique aussi que le produit de grand P par grand X est supérieur encore à h bar sur 2 au carré. Et comme grand P c'est sigma P au carré et grand X c'est sigma X carré, cela implique que le produit de sigma P par sigma X c'est supérieur ou égal à h bar sur 2. C'est cette dernière forme qu'on présente souvent comme la relation d'incertitude de la mécanique quantique, la relation d'incertitude de position-impulsion, mais en fait, l'autre relation sur le déterminant de la matrice de variance de covariance est en fait un peu plus générale, mais on présente l'autre expression qui est conséquence de ce dernier, qui dit que le produit de l'écart type sur P et de l'écart type sur X, c'est toujours supérieur ou égal à h bar sur 2. Comme sigma P, l'écart type sur P s'interprète comme l'incertitude sur P, sigma X, l'incertitude sur X. Il résulte donc que le produit des incertitudes sur les valeurs de cette quantité est toujours supérieur ou égal à h bar sur 2. Et c'est une conséquence directe du fait que ces opérateurs ne commutent pas. Donc mathématiquement, la relation d'incertitude se déduit des relations de commutation. Et maintenant, cette relation d'incertitude donc interdit de représenter, d'avoir une représentation simultanée des valeurs exactes de Px comme il est supposé par l'espace de phase classique. Donc, rigoureusement, le concept même d'espace de phase classique est incompatible avec la relation d'incertitude. Donc, le concept d'espace de phase quantique est mathématiquement incompatible avec la mécanique quantique, puisque la relation d'incertitude, c'est mathématiquement de la mécanique quantique, comme il est montré ici. Donc, si on veut avoir un concept d'espace de phase compatible avec la mécanique quantique, il faut donc trouver une autre manière de le définir. Donc, tout à l'heure, nous avons regardé le cas particulier de la relation d'incertitude position-impulsion, mais en fait, la relation d'incertitude existe pour tout couple d'observables, opérateurs grand A et grand B, qui ne commutent pas. Donc, si le commutateur de grand A et grand B est égal à un certain opérateur grand C, on peut montrer que le déterminant de la matrice de variance-covariance de grand A et grand B doit être supérieur ou égal à un quart de la valeur moyenne de C au carré. Donc ça, c'est la forme générale de la relation d'incertitude pour un couple quelconque d'observables grand A et grand B. Mais comme le sigma B, la covariance de A et B, comme son carré est positif, cette relation implique aussi que le produit des variances de A et B uniquement est supérieur ou égal à un quart de module de C au carré. Donc ceci implique que le produit des écarts types de A et B
est toujours supérieur ou égal à 1/2 de la valeur du module de la valeur moyenne de C. Pour l'opérateur impulsion et position, le commutateur vaut moins IH par. Donc, en fait, la relation d'incertitude entre position et impulsion peut se déduire de la relation d'incertitude sous sa forme générale qui est indiquée ici. Maintenant, pour l'aspect physique plus explicite de la relation d'incertitude, en fait, une valeur petit de sigma x correspond à une détermination spatiale assez précise de la position de la particule, puisque dans ce cas, quand sigma x tend vers 0, la particule correspond en fait à une paquet d'ondes qui est assez bien localisée dans l'espace. Donc, la valeur de sa fonction d'onde est significative dans une région assez petite de l'espace et elle est pratiquement nulle en dehors de cette région. Donc, et comme c'est le carré du module de cette fonction d'onde qui donne la probabilité de présence de la particule, alors la région dans laquelle il y a le plus de probabilité pour que la particule se situe donc relativement petite, ce qui correspond au fait que son l'écart type de la variable x ou l'incertitude sur cette variable tend vers 0. Mais pour avoir une paquet d'ondes très bien localisée dans l'espace comme ça, en fait, il faut plutôt la superposition de plusieurs ondes monochromatiques. Donc, ce qui correspond au fait que l'onde associée à la particule ne possède pas une longueur d'onde bien définie. Comme la longueur d'onde est liée à l'impulsion via la relation de Broglie, lambda égale A sur B, ça veut dire que l'impulsion de la particule est pratiquement indéterminée. C'est-à-dire que le sigma p tend vers plus l'infini. Donc, si on a une bonne localisation dans l'espace de la particule, alors son impulsion est pratiquement indéterminée, l'incertitude sur son impulsion est infinie. Et un cas limite, si on considère un état x, état propre de l'opérateur position, ça veut dire que la valeur de x est complètement exactement déterminée. Alors, sigma x vaut 0 et sigma p vaut plus l'infini. Donc, un état x, en fait, c'est un état idéal avec une incertitude sur la position nulle et une incertitude sur l'impulsion infinie. Donc, ça correspond en fait à des fonctions d'onde qui ne sont pas normalisables, puisque ça va correspondre à une densité de probabilité qui est constante. Et si on fait l'intégration de cette densité constante sur de moins l'infini à plus l'infini, alors le résultat de l'intégrale sera infini. Donc, ce n'est pas quelque chose de normalisable. Inversement, si on inverse les rôles, si on considère une onde avec une longueur d'onde bien déterminée, c'est-à-dire une onde monochromatique, donc il va correspondre à une particule dont l'impulsion est bien déterminée, puisque lambda égale H sur P, donc si lambda est bien déterminé, P est bien déterminé. Donc ça correspond au cas où l'incertitude sur l'impulsion sigma P tend vers 0. Et inversement, alors, on aura une très faible précision sur la position de la particule, puisque le
l'incertitude sur sa position va tendre vers l'infini. L'onde possède pratiquement la même valeur de moins l'infini à plus l'infini, donc la probabilité de trouver la particule en un endroit donné de l'espace est pratiquement la même partout. Donc ça veut dire que la particule elle est complètement non localisée. Donc le cas limite, c'est lorsque l'impulsion de la particule est déterminée de manière exacte. Alors l'incertitude sur l'impulsion est donc 0. La particule est décrite par une onde monochromatique, comme celle représentée plus ou moins ici. Et l'incertitude sur sa position est alors infinie. Et ce cas correspondrait aussi à une fonction d'onde qui serait non normalisable, c'est-à-dire qui ne peut pas vraiment être une densité de probabilité adéquate. Donc, ces deux cas extrêmes montrent comment la détermination de l'impulsion et de la position s'exclusent mutuellement. Donc, il est en particulier impossible d'avoir en même temps une valeur déterminée, bien déterminée de x et de p, puisque sigma x et sigma p ne peuvent jamais être égales à 0 en même temps. Donc, ceci renforce encore le fait que la définition de l'espace des phases classiques n'est pas du tout compatible avec la mécanique quantique, n'est pas du tout compatible avec la relation d'incertitude quantique. La question qui se pose alors, c'est comment introduire, comment corriger le concept d'espace de phase pour le rendre compatible avec la relation d'incertitude quantique, c'est-à-dire avec la mécanique quantique. Donc, pour cela, il faut trouver une sorte d'état conjoint, position-impulsion, qui puisse remplacer le cas idéal dans la définition de l'espace des phases classiques, qui correspond à la détermination exacte des valeurs, la détermination exacte simultanée des valeurs. Comme cette détermination exacte simultanée est interdite par les relations d'incertitude, alors on doit trouver les états quantiques pour lesquels on a la meilleure détermination simultanée. Donc, moyennant d'accepter qu'il doit rester des incertitudes, que ce soit les plus faibles possibles. Donc, ce type d'état que nous appelons donc état conjoint, position, impulsion, doivent correspondre à une saturation de la relation d'incertitude. Est-ce que la relation d'incertitude dit que le déterminant de la matrice de variance-covariance doit être supérieur ou égal à h bar sur 2 au carré? La saturation, c'est-à-dire le meilleur cas possible, correspond à une égalité qui est montrée ici. Donc, si on a cette saturation-là, on a la meilleure option de localisation dans l'espace des phases. Donc, maintenant, on imagine déjà que les éléments de l'espace de phase quantique ne sont donc pas exactement des points comme l'espace de phase classique, mais plutôt des régions, mais qui correspondent à la saturation de la relation d'incertitude.
les états quantiques qui correspondent à cette saturation que nous notons ici phi0 ou Z moyenne. On va expliquer plus tard pourquoi cette notation Z moyenne. Donc on peut montrer qu'ils correspondent à des fonctions de type gaussienne, à des fonctions d'onde de type gaussienne, en représentation des coordonnées par exemple. L'expression de cette fonction est donnée ici. Le produit scalaire d'un état x avec un état z, c'est-à-dire le produit scalaire xz, c'est égal exponentielle. Cette produit scalaire là, c'est la fonction d'onde en représentation des coordonnées associées à l'état z, est égal exponentielle de moins b sur h par carré fois x moins x moyenne au carré plus i sur h par p moyenne x plus ik sur 2pi grand x à la puissance 5 r. Donc c'est une fonction d'onde de type gaussienne qui est définie par la valeur moyenne de la gaussienne, c'est la valeur x moyenne, c'est la valeur moyenne de x associée à l'état z, p moyenne c'est la valeur moyenne de p associée à l'état z, et le grand P c'est lié aux variances du coordonnée grand P égale h par a au carré sur 4x fois 1 moins 2i sur h par rho. Rho est la covariance, le rho avec un index devant, c'est-à-dire moins i sur rho. Ça c'est le covariance défini auparavant aussi, qui tient compte de l'ordre des opérateurs, mais le covariance qui apparaît dans la matrice de variance-covariance, le rho sans l'index en haut, c'est celle qui est déjà la covariance symétrisée comme défini précédemment. Et bien sûr, grand P aussi est lié à l'incertitude sur l'impulsion, puisque la position, les variances de la position et de l'impulsion sont liées par la relation qui correspond à la saturation de la relation d'incertitude qui est en haut. Donc, ce qu'on peut remarquer sur un état propre Z moyenne comme ça, notez aussi phi0, c'est un état propre d'un certain opérateur Z qui est égal à l'opérateur P moins 2i sur h par grand P fois multiplié par l'opérateur X. L'équation aux valeurs propres correspondant est donnée avant la dernière ligne sur cette diapositive. Et la valeur propre de l'opérateur Z qui correspond à l'état Z n'est autre que la valeur moyenne de Z. Donc c'est pourquoi on utilise cette notation valeur moyenne, puisque les valeurs propres, c'est exactement la valeur moyenne de Z dans l'état considéré. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que si on fait tendre le grand P tend vers 0, ça veut dire si on ignore les relations d'incertitude, si les variances peuvent tendre vers 0, alors l'état Z, l'opérateur Z devient l'opérateur P, et l'état Z devient l'état propre de l'opérateur P, la valeur moyenne Z devient égale à la valeur exacte de l'opérateur P. Donc, l'opérateur P, ses états propres se présentent donc comme étant un cas limite de cet opérateur Z, un cas particulier qui apparaît lorsque on peut supposer que les variances tendent vers 0. Donc le Z ici, l'état Z ici peut donc être vu comme une sorte de généralisation de l'état P et qui tient compte de la relation d'incertitude qui correspond à la saturation de cette relation d'incertitude, qui correspond à la meilleure localisation simultanée possible pour les valeurs de la position et de l'impulsion. Et il est indiqué ici en rouge que contrairement à un état P, comme nous avons dit tout à l'heure, un état P correspond à une fonction d'onde qui n'est pas normalisable, qui n'est pas de carré sommable, alors que pour l'état Z, la fonction d'onde, qui est de type gaussienne, est bien sûr
une fonction très régulière qui est de carré sommable. Et donc, on a bien une fonction d'onde qui est normalisable pour ces états conjoints, position, impulsion. L'introduction de ces concepts d'état conjoint, position, impulsion nous amène maintenant à la définition même du concept d'espace de phase quantique. Alors, compte tenu des définitions précédentes, on peut définir un espace de phase quantique comme étant l'ensemble des valeurs possibles, des valeurs moyennes des couples position-impulsion. Donc, ce qui est déterminé, contrairement à un espace de phase classique, ce qu'on peut connaître simultanément, donc ce ne sont pas les valeurs exactes, mais plutôt les valeurs moyennes. Donc, il faut donc définir l'espace de phase comme étant l'ensemble des valeurs possibles de ces valeurs moyennes et pour une valeur donnée de la matrice de variance-covariance ou de grand B. Donc, ces variances-convariances ne peuvent pas être nulles et ils deviennent donc des sortes de paramètres qui déterminent la structure de l'espace de phase quantique. Donc, dans cet espace de phase quantique-là, chaque élément représente une couple de valeurs moyennes possibles et auxquelles sont associées des valeurs des incertitudes. Et un élément de l'espace de phase quantique correspond en fait à un état Z qui sature la relation d'incertitude, c'est-à-dire à un état conjoint position-impulsion tel que défini tout à l'heure. Ce qu'il faut remarquer ici aussi, c'est que contrairement à des états ponctuels comme X ou P, ces états Z, ces états position-impulsion ne sont pas aussi orthonormés. En mécanique quantique, ça veut dire que deux états sont orthonormés ne sont pas orthonormés. Deux états sont orthonormés si leur produit scalaire est nul. Si vous trouvez le système dans l'un des états, alors la probabilité de le trouver dans l'autre état est nulle. Par contre, pour les états Z, si la particule possède un certain état Z à 0, Z moyenne à 0, comme indiqué ici, alors il est aussi encore possible, il y a une probabilité de le trouver dans l'autre état Z. Donc ça correspond au fait que les éléments de l'espace de phase quantique ne sont pas ponctuels, mais s'étalent de manière non délimitée suivant une distribution de probabilité de type gaussienne et possèdent une taille intégrale finie qui vaut h, comme indiqué sur la phrase. Ça veut dire que là, si vous prenez le produit, si vous prenez un état Z à 0 particulier, on peut encore l'écrire sous forme de superposition de tous les autres états. Autres y inclut l'état Z à 0 lui-même. Donc, un état qui correspond à un élément de l'espace de phase quantique peut être écrit sous forme de superposition des autres éléments. Ceci correspond au fait que ces éléments-là ne sont pas orthonormés. Donc, comme on a une infinité, on a une superposition, infinité de superpositions qui correspond à une intégrale sur l'ensemble de tout l'espace de phase, comme il est montré ici. Et les coefficients de cette décomposition correspondent aux fonctions d'onde de l'état Z à 0 dans la base Z. Donc, chaque élément de cette base peut avoir encore une fonction d'onde correspondant à la base elle-même et le produit scalaire de deux éléments de cette base, le carré du produit scalaire de deux éléments de cette base, c'est égal à une gaussienne, c'est
le produit scalaire de z à 0 par z, c'est exponentielle de moins p moins p0 au carré sur 4 grand P, grand P c'est la variance de l'impulsion, moins x à 0 au carré sur 4 grand X étant la variance du coordonnée. Donc, la probabilité de trouver la densité de probabilité de trouver le système dans un autre état analogue à l'état dans lequel il se trouve, mais qui diffère par les valeurs de ces valeurs moyennes-là, c'est encore une forme de gaussienne. Donc, schématiquement, si on considère l'espace de phase quantique, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les valeurs moyennes possibles des couples P et X, alors si vous prenez un élément quelconque de cet espace de phase quantique défini par un élément particulier défini par les valeurs P0 et X0, et qu'on représente la densité de probabilité qu'on trouve un autre état, si on fait une mesure, alors on a cette image d'une gaussienne. Donc le fait qu'on connaît la valeur moyenne de l'impulsion et de la position avant la mesure n'implique pas que ces valeurs sera le résultat de la mesure. Donc c'est pour ça, ça correspond au fait que les états de base ici ne sont pas orthonormés et que ils ne sont pas ponctuels. Donc la probabilité de la résultat d'une mesure ne sont pas connus. Les résultats d'une mesure ne peuvent pas être connus à l'avance, même si vous connaissez l'état de la particule, puisque cet état n'est défini que par des valeurs moyennes. Il n'est pas garanti qu'on trouvera les valeurs moyennes, mais la chose sera toujours gérée par une probabilité. Donc, ça rejoint ce que nous avons dit quand on a parlé des hypervolumes de micro-états dans le cas de la physique statistique. Donc, le micro-état correspond à une région finie, même dans l'espace de phase quantique, mais il est défini par une certaine centre, ici le P0 et X0, et puis il s'étale sur tout l'espace de phase quantique, et cet étalement est écrit avec une distribution de probabilité gaussienne. Donc finalement, un micro-état qui est élément de l'espace de phase quantique, il ne correspond pas à une région finie, mais il correspond à une région qui s'étale sur la totalité de cet espace de phase quantique, mais seulement cet étalement est régulé par une distribution de probabilité gaussienne. Et comme l'intégrale de cette distribution de probabilité gaussienne est finie, l'hypervolume, le volume total occupé par le micro-état sera fini même s'il correspond à une région qui s'étale jusqu'à l'infini, puisque l'étalement est régulé par une gaussienne. Et ce sont les dernières relations que nous trouvons en bas, qui correspondent aux normalisations de la fonction d'onde de l'état z à 0 dans la base z. Si le premier intégral donne 1, c'est la normalisation en tant que probabilité. Et si on passe le h dans le dénominateur, dans l'autre côté, on a que le carré du module de z, le produit scalaire de z à 0, son intégrale sur l'espace des phases vaut h. Et ça nous rappelle le postulat en physique statistique qui dit que l'hypervolume d'un micro-état pour un système avec un degré de liberté, c'est h. Donc, ce concept d'espace de phase quantique permet d'expliquer pourquoi
Un micro-état possède un volume fini et il explique même qu'un micro-état, bien que ne correspondant pas à une région délimitée, peut posséder un volume fini compte tenu du fait que l'étalement de cet micro-état-là est décrit avec une distribution gaussienne. Donc, ça c'est pour le cas des états conjoints position impulsion qui correspond à la définition du concept d'espace des phases quantiques. Donc, rappelons-le, l'espace des phases quantiques est donc défini comme étant l'ensemble des valeurs possibles, des valeurs moyennes du couple impulsion-position pour une valeur donnée des incertitudes. Donc cette définition est totalement compatible avec la relation d'incertitude puisqu'il tient compte de la possibilité que les incertitudes ne soient pas nulles. Et ces incertitudes-là deviennent d'ailleurs des paramètres qui décrit la structure de l'espace des phases quantiques. Tout à l'heure, lorsqu'on a commencé à parler de la mécanique quantique, on a parlé des représentations coordonnées d'une part et des représentations en impulsion d'autre part. La représentation coordonnée c'était définie par la base X et la représentation en impulsion par la base B. Maintenant, avec la définition de l'espace des phases quantiques, on a introduit une nouvelle base de l'espace des états qui est formée par les états Z. Donc, cette base n'est pas orthonormée et on dit que c'est aussi une base surcomplète dans le sens où elle n'est pas orthonormée, mais on peut toujours décomposer dans cette base un état quantique quelconque. La décomposition d'un état quelconque psi est montrée en haut, psi égale intégrale sur l'espace des phases quantiques dp moyenne dx moyenne sur h de la produit de le psi de z par l'état z. Donc ce psi de z là par définition c'est la fonction d'onde en représentation dans l'espace des phases. Donc c'est une sorte de représentation conjointe position-impulsion. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on peut même représenter chaque état, un état particulier Z à 0 dans cette base Z. Mais maintenant, on considère le cas d'un état quantique quelconque psi, donc peut aussi être représenté dans cette représentation avec la base Z, mais contrairement à l'état Z à 0 tout à l'heure, pour un état quelconque psi, la fonction d'onde n'est pas bien sûr forcément une fonction gaussienne. Elle peut lier avec la fonction d'onde psi de x en représentation des coordonnées par l'intégrale qui est donnée ici. Et donc, cette relation montre qu'un état quelconque peut être représenté en utilisant cet ensemble d'états position impulsion Z. Et donc, on peut représenter un état quelconque psi par sa fonction d'onde en représentation dans l'espace de phase qui donne la distribution, le carré de cette fonction d'onde correspond à la distribution de probabilité de trouver le système, la particule ici, dans un état particulier de l'espace des phases, c'est-à-dire un état Z particulier, connaissant son état psi. Donc c'est le module du carré du produit scalaire Z psi au carré, suivant l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique. La relation de normalisation de cette fonction d'onde est donnée sur la dernière ligne dans cette diapo. Elle peut se présenter sous deux formes, soit l'intégrale de psi de z au carré dp des valeurs moyennes de b, des valeurs moyennes de x sur h égale à 1. Cette première forme, ça montre que le psi de z au carré sur h
et bien une densité de probabilité, soit on met le h en dénominateur vers l'autre côté, alors on a l'intégrale de psi de z au carré sur l'ensemble de l'espace des phases quantiques, ça va donner h. Donc là encore, ça peut être lié à la physique statistique en disant que cette intégrale-là, donc, ça donne l'hypervolume ou la taille de l'état quantique, puisqu'on a ici un degré de liberté, l'espace de phase est de dimension 2. Donc, là, on a donc ici une surface dans l'espace de phase, et la surface dans l'espace de phase d'un état quantique quelconque, c'est toujours h, suivant cette relation. Et cet état quantique, elle est représenté par une région qui s'étale sur tout l'espace de phase. Donc, le micro-état quelconque ici, donc, ne correspond pas à une région délimitée, mais elle correspond à une région qui s'étale sur tout l'espace de phase, mais avec un poids d'étalement qui est égal à psi de z au carré. Et ces poids d'étalement-là, lorsqu'on fait la sommation, on fait l'intégration, elle donne une valeur finie qui vaut h. Donc, la vision quantique d'un micro-état dans l'espace des phases quantiques, c'est que ça correspond à une région non délimitée, mais dont la surface est finie, puisque cette surface-là, elle est étalée sur tout l'ensemble de l'espace des phases, mais avec des poids d'étalement différents. Donc, ça donne vraiment une vision claire de ce qu'est un micro-état dans le cadre de la description qui utilise le concept d'espace de phase quantique. Donc, l'introduction de ce concept d'espace de phase quantique résout complètement l'ambiguïté concernant les micro-états qui se trouvent aussi en physique statistique. Donc, finalement, un micro-état, donc c'est un état quantique. C'est un état quantique. Il peut être représenté dans l'espace de phase par une fonction d'onde dans l'espace de phase avec un carré module qui est défini positif, bien sûr. On a une densité de probabilité dans l'espace de phase quantique qui est définie positive, et que cet micro-état-là, il ne correspond pas à une région délimitée comme la vision naïve des petits carrés dont on avait parlé, mais en fait, elle s'étale sur tout l'espace de phase, mais uniquement sa surface reste finie, puisque l'étalement est régi par une certaine distribution de probabilité. Maintenant, comme dans le cas des représentations X et P, décrit au début quand on a commencé à parler de mécanique quantique, on peut aussi avoir des représentations des opérateurs en utilisant cet ensemble Z que nous avons appelé base Z, un ensemble surcomplet en fait, un base non orthonormée aussi. On peut aussi l'utiliser pour avoir une représentation des opérateurs, suivant la relation de définition qui est en haut, le A avec l'accolade horizontale en haut, ça représente l'opérateur A en gras. Et dans cette représentation, qu'on pourrait appeler représentation dans l'espace des phases, puisque cela implique la fonction d'onde psi de z dans l'espace des phases. Et on peut montrer que l'opérateur P et X sont par exemple représentés par les expressions à droite. Le P c'est égal à moins IH par la représentation de P. Le P avec l'accolade horizontale en haut c'est égal à moins IH par dérivé par rapport à X en moyenne plus P moyenne. Et puis le X en moyenne peut être représenté par IH par dérivé par rapport à P moyenne. Et puis l'opérateur à Z qui vaut P moins 2I sur H par Px, ce sera représenté par moins IH par dérivé par rapport
AX moyenne plus P moyenne plus 2B dérivé par rapport à P moyenne. Donc, l'intérêt de ces représentations serait que si on utilise la représentation dans l'espace de phase, la représentation définie avec l'espace de phase quantique, si on veut avoir la fonction d'onde dans l'espace de phase quantique, dans des calculs explicites, on peut utiliser éventuellement ces représentations-là. Ainsi, on a vu les divers aspects liés à ce concept d'espace de phase quantique dans le cas d'un système avec un seul degré de liberté. Mais pour pouvoir appliquer ce concept, pour explorer la possibilité d'utilisation de ce concept pour l'unification physique dont on a parlé, il faut faire les généralisations multidimensionnelles et relativistes. Donc, comme à la base de la définition des opérateurs impulsion et position, il y a la relation de commutation, à partir duquel on peut aussi déduire les relations d'incertitude en utilisant les inégalités de Cauchy-Schwarz et les définitions de variance-covariance. Donc, pour avoir une généralisation multidimensionnelle et relativiste, il faut commencer par généraliser ces relations de commutation canonique. Donc, nous pouvons aussi prendre cette généralisation comme étant la définition même de ces opérateurs. Donc, on a les opérateurs d'énergie-impulsion, PMU, notés en gras, pour montrer que ce sont des opérateurs, et de coordonnées d'espace-temps, XAMU. Et ces opérateurs-là, si on considère le cas d'un espace-temps de dimension t, avec une signature t plus, t moins, pour l'espace de Minkowski, par exemple, t plus c'est 1 et t moins vaut 3, la signature est 1, 3. La dimension de l'espace, c'est donc de cet espace-temps-là, donc c'est égal à la somme de t plus et de t moins. Donc les relations de commutation, c'est lié avec le tenseur en état minus qui correspond à la signature état minus égale à 1 pour mu et nu allant de 0 jusqu'à t plus, et elle vaut moins 1 pour nu commençant à partir de t plus 1 jusqu'à t moins 1. Donc les valeurs de mu et nu c'est entre 0 à grand T. Donc cette méthode minus là il faut 0 lorsque mu est différent de nu. Donc c'est une matrice, elle peut être représentée par une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont soit 1 soit moins 1 selon cette description là. Et la relation de commutation nous dit que un opérateur PMU commute avec donc avec un opérateur XANU lorsque leurs indices sont différents, puisque le commutateur c'est IH par un état minus. Et ils ne commutent pas lorsqu'ils sont les mêmes indices. Donc, la relation d'incertitude va donc concerner particulièrement les couples avec le même indice, c'est-à-dire le PMU et le XAMU, puisque les autres couples, à part ces PMU et XAMU, les autres couples possibles ne commutent entre eux, donc ils ne sont pas soumis à des relations d'incertitude. Et à partir de cette généralisation multidimensionnelle aussi, on peut définir la matrice de variance-covariance, qui est une matrice carrée de dimension 2D fois 2D. Pour une étape si quelconque, on peut définir les valeurs moyennes suivant les relations qui sont données ici. Puis les covariances des impulsions, ce sont les grands P minus. La covariance des coordonnées, ce sont les grands x minus. Les P mu c'est les variances, et les x mu aussi, variance des coordonnées. Et puis on peut aussi définir les covariances position-impulsion, comme il est indiqué ici. Et en particulier, on a les covariances symétrisées ρ minus qui vaut un demi de la somme des deux autres covariances dans lesquelles l'ordre
des P et des X sont échangés, puisque ces quantités-là ne commutent pas. On a donc ces relations-là. Donc la relation d'incertitude correspond au fait que la déterminante de la matrice de variance-covariance, elle doit être supérieure ou égale à h bar sur 2 à la puissance 2D. 2D étant la dimension de la degré de la dimension de l'espace-temps associé au système. Et 2D, donc, c'est la dimension de l'espace des phases, en fait. Et en particulier, puisque ce sont les couples avec les mêmes indices qui ne commutent pas, on peut déduire que les produits des incertitudes de ces couples doivent être supérieurs ou égales à h bar sur 2. Donc, on peut avoir une relation d'incertitude pour chaque couple, c'est-à-dire un P mu et un X mu avec les mêmes indices qu'on peut écrire sous cette forme. Étant donné les généralisations multidimensionnelles et relativistes tout à l'heure, on peut maintenant avoir les généralisations multidimensionnelles et relativistes des états conjoints, position, impulsion, qui saturent ces relations d'incertitude-là, c'est-à-dire qui correspondent aux meilleures localisations simultanées dans l'espace des phases quantiques, donc c'est-à-dire les meilleures localisations simultanées des valeurs de la position et de l'impulsion compte tenu des relations d'incertitude. Donc cet état-là, c'est noté encore Z, mais Z ici signifie l'ensemble de tous les Z0 jusqu'à ZT-1 qui correspond à chaque couple énergie-impulsion coordonnée d'espace-temps. Et donc on peut associer à ces états-là des fonctions d'onde. Donc ici on a une fonction d'onde de type gaussienne qui correspond à la fonction d'onde en représentation de coordonnées d'espace-temps. Donc ça correspond à la densité de probabilité dans l'espace-temps correspondant au système considéré. Si c'est une particule, donc ce sera une fonction d'onde dans l'espace-temps de la particule lorsque son état est Z, c'est-à-dire un état conjoint, position, impulsion. Et le P mu dans cette expression-là est donné, c'est lié aux variances, covariances des coordonnées. Et ces variances, covariances des coordonnées sont aussi liées avec les variances, covariances des impulsions, puisqu'on a une saturation des relations d'incertitude, comme on a par définition pour ces états Z-là. Et bien sûr, on peut se vérifier en utilisant explicitement, par exemple, cette fonction d'onde que ces états-là, ces états Z-là sont des états propres des opérateurs Z mu. L'opérateur Z mu est égal à l'opérateur P mu plus 2I sur H bar P mu nu multiplié par l'opérateur X nu. On a l'équation aux valeurs propres ici qui justifie les notations utilisées pour ces états Z, puisque les valeurs propres associées sont les valeurs moyennes eux-mêmes. Puis donc, l'introduction de ces états conjoints position-impulsion définit automatiquement l'espace des phases quantiques multidimensionnelles et relativistes, qui peut être défini comme l'ensemble des valeurs possibles de ces valeurs moyennes de Z mu, ou de manière équivalente, l'ensemble de toutes les valeurs possibles des valeurs moyennes des couples P mu et X mu pour une valeur donnée de la matrice de variance-covariance multidimensionnelle, donc qui correspond aux états Z. Donc ces états Z-là définis comme dans le cas d'un système avec un degré de liberté, le concept d'espace quantique
multidimensionnel et relativiste. Ici, une petite remarque seulement pour le cas de relativiste. Donc, il faut sous-entendre qu'il a l'existence de l'opérateur temps, parce qu'en relativité aussi, on a une symétrie entre l'espace et le temps. Le temps peut se transformer en espace et vice-versa selon les observateurs. Donc, il faut admettre que on doit avoir un opérateur temps, et cet opérateur temps couplé avec un opérateur d'énergie doit satisfaire une relation d'incertitude comme il satisfait une relation de commutation. Et donc ici, on a aussi la fonction d'onde, elle est définie sur l'espace-temps. Donc on a aussi une probabilité de localisation dans le temps, entre autres. Donc c'est un sujet à approfondir, mais il faut le signaler ici que mathématiquement, c'est inclus dans ce formalisme-là. Mais il faut approfondir pour faire sortir aussi éventuellement les conséquences physiques de ce concept d'opérateur à temps qui est exigé par ce formalisme relativiste et la signification de cette probabilité de localisation non plus dans l'espace à un instant donné, mais plutôt probabilité de localisation dans le temps, dans l'espace-temps, et même sur la localisation dans le temps. Donc il est associé une certaine distribution de probabilités. Avec l'introduction des états Z, maintenant, on peut considérer une décomposition d'un état quantique quelconque des systèmes considérés dans une représentation dans l'espace des phases. En utilisant ces états Z-là, on peut définir la fonction d'onde dans l'espace des phases quantiques, notée ici psi de Z, et il correspond donc à une décomposition d'un état quelconque psi suivant l'intégrale qui est donnée ici. Les fonctions d'onde correspondent aux composantes de l'état dans cette décomposition dans l'ensemble des états Z qui est une sorte de base non orthonormée surcomplet. Et inversement, la fonction d'onde elle est donnée par le produit scalaire de l'état psi avec un état Z comme il est indiqué ici. Puis on a en dernier la relation de normalisation, le module du carré de la fonction d'onde dans l'espace de phase. Elle correspond à la divisée par h à la puissance d, plus correctement. Elle correspond à la densité de probabilité de localisation dans l'espace des phases. La densité de probabilité de la particule dans un état Z, sachant que son état est l'état psi considéré. Et donc cet point de vue-là correspond aux relations de normalisation qui sont données sur la dernière ligne de cette diapo. D'une manière analogue au cas du système avec un degré de liberté tout à l'heure, on peut aussi introduire les représentations d'un opérateur quelconque avec la représentation dans l'espace de phase basé sur le concept d'espace de phase quantique. Par exemple, cette représentation-là se définit par les relations qui sont données ici. Par exemple, on donne explicitement des représentations des opérateurs énergie-impulsion PMU, coordonnées d'espace-temps XMU, sous forme de dérivées partielles par rapport aux valeurs moyennes qui définit l'espace des phases. Donc, ces représentations-là, ils peuvent éventuellement être utilisées dans des éventuels calculs pratiques qui impliqueraient l'utilisation explicite de l'espace des phases quantiques pour décrire des applications spécifiques. Donc c'est juste
pour indiquer que l'introduction du concept d'espace de phase quantique introduit vraiment une possibilité d'une description complète de la mécanique quantique, une représentation complète de la mécanique quantique avec des formalismes dans l'espace des phases, c'est-à-dire une représentation dans l'espace des phases. Et cette formalisme-là, entre autres, elle pourrait, comme nous avons parlé tout à l'heure au début, les micro-états et l'espace des phases, c'est typiquement lié avec la physique statistique aussi, qui est à la base de la description de la relation entre les états des constituants microscopiques de la matière et des macro-états. Donc, ce concept d'espace de phase quantique-là, tous ces formalismes-là, peut entre autres avoir des applications concrètes en physique, statistique, entre autres, comme on le va voir aussi dans les prochaines vidéos. Elle pourrait donc être utile particulièrement la recherche de la nouvelle physique pour l'unification de la physique. Et cette unification donc inclut naturellement la physique statistique, les aspects de la physique statistique et de la thermodynamique qui se basent sur ces concepts de micro-états et d'espace de phase aussi. On arrive maintenant à la dernière section de cette présentation concernant le concept d'espace de phase quantique. Nous allons énumérer quelques remarques, discuter quelques aspects liés à ce concept en rapport avec les résultats qu'on a cités tout à l'heure. Et on va aussi donc essayer de donner c'est la conclusion de cette présentation. Donc, suivant ce qu'on a vu, le concept d'espace de phase quantique résout le problème de l'extension de la notion d'espace de phase de la physique classique vers la physique quantique. Donc, et cette introduction inclut la relation d'incertitude, qui donc, la relation d'incertitude, nous avons dit auparavant, rend incompatible le concept d'espace de phase classique avec la mécanique quantique. Mais avec le concept de saturation des relations d'incertitude par certains états particuliers que nous avons appelés états conjoints, impulsion, position, pouvait avoir une redéfinition de l'espace de phase. Concept d'espace de phase quantique qui nous avons dit par définition c'est l'ensemble des valeurs moyennes possibles de position et impulsion pour des valeurs données des incertitudes. Donc, ce concept d'espace de phase-là, il résout le problème de l'extension de la notion d'espace de phase de la physique classique vers la physique quantique. L'introduction des opérateurs Z-mu qu'on a défini tout à l'heure, l'opérateur Z pour intégrer de liberté, Z-mu dans le cas relativiste général, et leurs états propres à Z avec les valeurs propres, Z-mu égale P-mu plus 2i sur P-mu x nu. Donc ces états-là, ce sont d'une manière générale les états conjoints, énergie, impulsion, position. Donc cette introduction-là, en fait, si on y regarde de près aussi, fournit une certaine nouvelle description un peu plus explicite de la dualité entre corpuscules. Pourquoi? Parce que d'abord, les aspects ondulatoires d'une particule en fait correspondent à son énergie et son impulsion, puisque l'énergie et l'impulsion sont directement proportionnelles
aux pulsations et la vecteur d'onde de l'onde associée à la particule. Et la position, en fait, quand on parle de coordonnées, ça reflète la nature corpusculaire de la particule. Donc, une représentation et un état quantique qui donne à la fois des informations sur les impulsions énergie, c'est-à-dire sur l'onde, et sur les coordonnées, c'est-à-dire sur l'aspect corpusculaire. Donc, cette description-là, en fait, elle offre une manière de visualiser d'une manière plus synthétique et plus complet le concept de dualité entre corpuscules, parce qu'à la fois les aspects ondulatoires avec les énergies, l'impulsion et l'aspect corpusculaire avec les coordonnées est visualisé en même temps. De plus, cette représentation-là, ces états-là, incluent dans leur définition même l'existence des relations d'incertitude, puisque par définition, ils saturent les relations d'incertitude. Donc, dans un certain sens, l'introduction de ces états-là fournit une nouvelle manière d'avoir un nouveau regard sur le concept de dualité entre corpuscules. Puis, on peut aussi bien remarquer que, contrairement à un état X ou à un état P, contrairement donc aux états propres d'impulsion ou de position, un état conjoint, position, impulsion Z est normalisable puisqu'il correspond à une fonction d'onde de type gaussienne et donc à des valeurs finies des incertitudes sur l'impulsion et la position. Puis, comme on a vu, le concept d'espace de phase quantique introduit une nouvelle représentation de la mécanique quantique utilisant les états de base Z. Et d'ailleurs, cette nouvelle représentation pourrait éventuellement aider dans la résolution de divers problèmes comme ceux liés au problème de décohérence quantique ou la mesure quantique. Donc ça peut aider pour aborder les problèmes fondationnels de la mécanique quantique comme discuté actuellement. D'ailleurs, il y a déjà eu des publications qui lient les variances covariances des impulsions, par exemple avec la température en thermodynamique. Il y a aussi une publication qui consistait à identifier ces états Z-là avec les états pointeurs associés à la décohérence quantique. Donc, vraiment, ce concept d'espace de phase quantique qui offre une nouvelle manière de représenter la mécanique quantique et de représenter la dualité entre corpuscules, ça peut éventuellement avoir des applications très intéressantes. Et comme on a vu aussi encore, ce concept d'espace de phase quantique là fournit une explication plus profonde concernant l'évaluation de la taille d'un microétat dans l'espace de phase. Donc là, quand on parle d'espace de phase, on sous-entend espace de phase quantique. Donc, comme on a vu tout à l'heure en utilisant la représentation dans l'espace de phase quantique, donc un microétat correspondant aux façons décrites par sa fonction d'onde dans la représentation de l'espace de phase. Donc, un microétat s'étale sur tout l'espace de phase quantique, mais elle a une taille finie qui vaut h à la puissance t, suivant les expressions de normalisation qu'on a trouvées. Et cet étalement, qui se fait sur une région non délimitée jusqu'à l'infini même, fournit une taille finie pour le microétat parce que cet étalement est pondéré et régularisé par une densité de probabilité qui est normalisable. Donc ça fournit vraiment une nouvelle manière de comprendre le concept même de microétat en physique statistique
et qui est donc complètement, qui est issu naturellement de la physique quantique. Sur ce, nous terminons cette vidéo sur la définition du concept d'espace de phase quantique. Je vous remercie de votre aimable attention. On se retrouvera éventuellement dans les prochaines vidéos qui va encore explorer plus en profondeur le concept d'espace de phase quantique et sa relation avec les transformations canoniques linéaires en vue de parler, en vue de discuter des possibilités, de leurs applications éventuelles pour aborder le problème de l'unification physique et les questions de la recherche d'une nouvelle physique qui, qui pourrait résoudre les problèmes ouverts, les questions ouvertes actuelles en physique des particules, en physique en général, et même les problèmes en cosmologie, comme discuté dans la section introductive de cette série de vidéos qui concerne par exemple la matière noire, l'énergie sombre et bien sûr l'unification de la physique. C'est comment on pourrait apporter l'unification des interactions. Donc on va explorer ces aspects-là dans les prochaines vidéos avec comment on peut partir de ces concepts d'espace de phase quantique, puis associer le concept les transformations, la représentation des transformations canoniques linéaires pour apporter tous ces problèmes qui sont liés à l'unification en physique.